Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous avons tous vécu un jour un de ces fameux hasards dont on sent qu'ils n'en sont pas vraiment, et que le psychiatre suisse Carl Gustav Jung a appelé des synchronicités. Comment donner du sens aux coïncidences ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Fontaine, journaliste pendant 20 ans, devenue thérapeute, spécialisée en intuition, en synchronicité et en connaissance de soi. Elle est l'auteure notamment de Transformer votre vie avec les synchronicités, paru chez Erol Pocket, qui va vous permettre d'accueillir et d'utiliser ces manifestations pour ce qu'elles sont, un levier de développement personnel et spirituel. Bonjour Isabelle, je suis ravie de te retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie. Alors, lorsqu'on parle de synchronicité, de quoi s'agit-il concrètement ? Alors, les synchronicités, ce sont ces hasards bizarres. Hein, ce sont ces événements, ces coïncidences étranges qu'on va rencontrer au cours de notre vie. Donc, ce sont tu vois, ces hasards, moi, souvent j'en parle en mettant un guillemets, hein, ces hasards, sous guillemets. C'est-à-dire que, oui, a priori c'est un hasard, mais moi je sens qu'il se passe quelque chose dans cet événement. Ça résonne d'une manière particulière. Et il y a un sens pour moi, c'est-à-dire que cet événement que quelqu'un va regarder un peu d'une manière un peu détachée, moi, au contraire, ça va résonner en moi, d'une manière particulière et moi, je sens que ça veut dire quelque chose. Ça fait ligne, comme si un message, m'était adressé. Et pourrais-tu nous donner un exemple de synchronicité ? Alors, heu, il y a la complexité avec le sujet des synchronicités. Donc je vais te donner un exemple, même plein. Mais c'est justement, la complexité avec ce sujet, c'est qu'il y a énormément de manifestations de synchronicité différentes possibles. C'est ce qui rend ce sujet complexe et c'est ce qui rend aussi, le fait que très souvent on entend, synchronicité pour décrire des événements ou décrire des choses, en fait, de notre vie qui ne relèvent pas de la synchronicité. Donc moi, j'ai beaucoup entendu ça, qu'il y a une méconnaissance un peu de ce que c'est, parce que c'est un sujet complexe et parce qu'il n'y a pas une forme de synchronicité. Alors, il y a le hasard bizarre dont j'ai parlé, mais au-delà, il y a plein de manifestations différentes. Donc, par exemple, dans les manifestations les plus classiques, ça va être que tu vas tomber, par exemple, par hasard, dans la rue sur un objet. Et que cet objet va te parler d'une manière particulière. Par exemple, tu peux, tout d'un coup, dans la rue, à tes pieds, tu vas, trouver un livre et ce livre va avoir un titre particulier qui va, comme répondre à une question, intérieure. Donc ou alors ce livre, bah, tu le connais. Tu en as un chez toi, voire même tu es en train de le lire ce livre et tu as l'impression que bah, voilà, il y a quelque chose de vraiment très perturbant là-dedans. L'un des exemples, les plus connus et célèbres de synchronicité justement avec un livre, a été vécu par Anthony Hopkins, tu sais l'acteur là du Silence des agneaux et au début de sa carrière, il devait jouer, dans un film et qui s'appelait La fille de Petrov et il était en train de travailler le scénario, du film et en fait le scénario était inspiré d'un roman écrit, voilà, par un auteur américain et donc il sort, de chez lui un jour et il se dit: «Ben, je vais aller à la bibliothèque, dans une librairie et je vais acheter le livre, le roman». Donc il fait une librairie, 2 librairies, 3 librairies et on lui dit: «Bah, le roman est épuisé, il n'existe plus». Donc il est un petit peu embêté parce que lui, il a envie de préparer quand même, sérieusement son film, enfin son rôle et un jour, il traverse un parc. Qu'est-ce qu'il voit? Posé sur un banc, un exemplaire du roman qu'il n'arrive à trouver nulle part. Donc il tombe nez à nez avec ce roman, il est sidéré. Donc c'est vraiment providentiel, on pourrait dire
Et l'histoire ne s'arrête pas là. Donc, en soi, c'est déjà une énorme synchronicité, hein, puisque c'est comme c'est un cadeau de l'univers. Mais là où c'est encore plus étonnant, c'est qu'en fait, il se rend compte, il amène le roman avec lui au moment du tournage et il rencontre donc le romancier, donc qui est là sur le tournage lui aussi, hein, c'est l'adaptation de son livre. Et donc, il va discuter avec le romancier et il lui raconte son histoire incroyable. Et il lui montre, il sort de sa sacoche le roman et il lui montre. Et là, le romancier, il l'ouvre, il pâlit parce que en fait, il se rend compte que c'est son exemplaire personnel à lui, au romancier, qu'on lui avait volé. Et un jour, quelqu'un avait ouvert sa voiture et on lui avait volé le seul exemplaire qui lui restait et qui était annoté de sa main. Donc là, et ça a été raconté par voilà, Anthony Hopkins. Donc c'est une synchronicité qui est, tu vois, assez connue. Mm. Et voilà, donc là, ça, c'est un exemple. Mais tu peux avoir plein d'autres formes de synchronicité. Par exemple, tu vas croiser par hasard dans la rue un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps et justement, tu pensais à lui. Ou tu vas croiser par hasard une ancienne connaissance. Par exemple, tu es en plein conflit conjugal et tu envisages de divorcer, mais tu es complètement perdu, tu sais pas quoi faire. Et par hasard, tu vas croiser une ancienne connaissance qui est avocat et qui va t'aider. Ça peut aussi prendre la forme d'animaux. Que tu vas croiser des animaux, où tu vas être au contact tout d'un coup d'animaux, d'oiseaux beaucoup, mais ça peut être aussi des insectes, des oiseaux, des chats, des chiens, n'importe quel animal. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose de particulier. Cet animal qui devrait être sauvage, ben, il va s'approcher de toi d'une manière particulière. Ça peut être des papillons qui se posent sur toi. Il va te regarder avec une intensité particulière. Ça va être une rencontre un peu impromptue au milieu de la nuit, un cerf qui s'arrête et qui te regarde alors que tu es en voiture et tu roules sur une route de campagne alors qu'il devrait fuir. Donc, il y a énormément d'histoires autour voilà, d'animaux, d'apparitions d'animaux, d'insectes, euh, qu'on peut aussi classer dans les synchronicités. Voilà, en quelques mots, les différents visages que peut prendre la synchronicité. Oui, il y en a encore un autre qui est très commun, très courant. Ça vient du mot grec qu'on appelle le clédon, hein. Donc, c'est un mot grec. Et en fait, le clédon, c'est quand tu vas entendre dans la rue, par exemple, une chanson ou une parole d'un inconnu que tu attrapes. Tu sais, comme ça, tu te balades et puis tu attrapes une parole. Quelqu'un qui parle au téléphone ou qui parle à un ami. Tout d'un coup, ça résonne d'une manière particulière et tu as l'impression que c'est un message qui est pour toi, qui t'est délivré. Et selon toi, certaines périodes de la vie sont-elles plus propices que d'autres aux signes et synchronicités? Oui, oui, très clairement. Il y a ce qu'on appelle des moments de vie où il va y avoir une espèce d'accumulation de synchronicité ou d'événements étranges comme ça, et qui sont liés souvent à des moments de transition de vie. C'est-à-dire des moments où la crise de la quarantaine, le passage à la retraite, l'adolescence aussi. Des moments où on va terminer un travail, où on va en commencer un autre, ou des moments où on tombe malade, ou des moments où on se sépare d'un conjoint, où on rencontre quelqu'un. Donc tous ces moments d'entre-deux, tu vois, quand on est entre deux portes, ou des moments aussi beaucoup évidemment de thérapie, de travail sur soi, quand on commence un travail thérapeutique. Donc là, ça peut vraiment créer comme une sorte d'avalanche de synchronicité qui viennent un peu nous guider, tu vois, qui viennent accompagner ce mouvement de travail sur soi, de connaissance de soi, ou comme pour nous accompagner à la fois de nous aider à mettre de la lumière sur ce qui manque de lumière, ça peut être une des fonctions de la synchronicité, mais aussi parfois, et c'est aussi une autre fonction de la synchronicité, de nous faire revivre ou par hasard des répétitions. Donc des rencontres qui sont des répétitions, par exemple, qui vont nous refaire revivre des schémas répétitifs, de choses qui en fait qui ne vont pas pour qu'on puisse les repérer et ensuite les réparer. Hmm. Il me traverse aussi que j'ai oublié de mentionner, tu sais, dans les différentes formes de synchronicité dans ta question précédente, très important de raconter de raconter l'histoire du scarabée, en fait, du rêve au scarabée, puisque Hmm. c'est l'histoire qui a fondé la synchronicité. Il faut rappeler que la synchronicité, c'est Jung, Carl Gustav Jung, tu sais, qui était ce contemporain de Freud,
et qui a travaillé avec Freud et ensuite ils se sont séparés, Freud et Jung, parce qu'ils n'étaient pas d'accord et notamment Jung avait une approche beaucoup plus spirituelle des phénomènes psychologiques, on peut le dire. Et Freud n'était pas du tout d'accord. Et donc, c'est Jung qui a théorisé la synchronicité parce qu'il voyait chez ses patients justement de ces coïncidences étranges. Ouais, et Jung, lui, qui était très ouvert, il écoutait ces coïncidences. Il prenait pas ça pour de la pensée magique, nécessairement, ou des choses, ou des rebuts, tu vois, ou des choses un peu, des délires un peu de ses patients. Donc lui, il écoutait. Et il écoutait avec sa curiosité très grande qu'il avait. Et il a fini par théoriser, mais il a mis des années, des années, des années, parce qu'il savait que c'était un sujet vraiment complexe. Et d'ailleurs, c'est toujours un sujet complexe aujourd'hui, parce que parmi ce qu'on appelle les analystes, tu sais, les psychanalystes jungiens, hein, il y a les freudiens qui sont partisans de Ouais. Freud, et puis il y a les jungiens. Même chez les jungiens, il y a une scission. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui croient, entre guillemets, ou qui accueillent la synchronicité comme du matériel, du matériau pour travailler dans un processus analytique, et ceux qui disent, bah, c'est n'importe quoi, en fait, c'est de la pensée magique et qui le rejettent. Donc Jung, il a théorisé ça, il a attendu longtemps avant de théoriser, et il donne l'exemple le plus connu de la synchronicité qui deviendra l'emblème de la synchronicité. Donc, c'est le rêve au scarabée. Il est un jour en analyse avec une de ses patientes, qui est réputée très rationnelle, hein, tu vois, très carrée, quoi, on va dire. Et sa thérapie ne décolle pas, en fait, hein, sa thérapie analytique est bloquée, sa cure est bloquée. Et un jour, elle raconte à Freud en séance un rêve dans lequel on lui offre des bijoux en forme de scarabée, des boucles d'oreilles. Et Jung commente, il interprète en fait son rêve en soulignant le caractère transformateur, archétypal même, du scarabée dans la mythologie égyptienne. Donc, il est un élément presque de mort et de renaissance, hein, dans la mythologie égyptienne. Et à ce moment-là, vient toquer à la vitre, il entend un petit bruit, Jung, il se retourne. Et qu'est-ce qu'il voit frapper à la vitre de son bureau? Un scarabée doré. Alors en fait, c'est l'équivalent des scarabées sous nos latitudes européennes, qu'on appelle un cétoine doré, en fait, hein, qu'on retrouve en France, qui est comme un scarabée. Et donc, il ouvre la fenêtre, l'encétoine doré se pose sur sa main, il la tend à sa patiente, il lui dit, tenez, le voilà, votre scarabée. Et Jung raconte que là, la patiente, elle est sidérée, elle est prise, tu vois, elle est scotchée, quoi. Elle est retournée, comme on peut le vivre avec les synchronicités. Et ça aura pour effet de la débloquer, en fait, dans son travail analytique, dans son travail de cure, et à lui ouvrir, tu vois, des nouveaux espaces plus sensibles. Mais effectivement, comme tu dis, ça vient dans des périodes, effectivement, on est peut-être plus. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai cette image, c'est pas le bon terme et je le trouve pas, d'instabilité. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un entre-deux, donc on n'est plus dans. C'est comme si on n'était plus dans un avant, mais pas encore dans un après. Et du coup, on est dans ces périodes où on n'est pas très stable. Justement, c'est ce qui me vient. Mais quand je dis stable, c'est pas péjoratif. Dans le côté où, ouais, il y a quelque chose ouais, de différent en fait. Ouais, il y a comme un processus de transformation profonde Ouais. qui s'effectue dans des zones profondes de la psyché, Mm. de l'inconscient. La synchronicité ou les synchronicités viennent comme accompagner ce mouvement C'est de ça. transformation, Ouais. à la fois pour faire émerger notre ombre, Mm. c'est-à-dire des éléments cachés que nous nous cachons à nous-mêmes. Donc l'ombre, c'est pas nécessairement que nous sommes des gens mauvais, hein. Mm. Quand on dit ombre, Ouais. c'est pas ça. Non, mais je le précise Ouais. parce qu'on Ouais. on T'as pourrait raison. le croire. Hein. C'est pas les parties de moi qui font que je serais une personne horrible. Non, pas du tout. Quand on dit l'ombre, c'est tout ce que je me cache à moi-même, tout ce que j'ai mis en place comme déni, comme mécanisme de défense, parce que ce sont des zones qui sont terriblement souffrantes, en difficulté, et que donc elles sont dans l'ombre. Mm. Donc les synchronicités, comment dire, tout le travail aussi dans l'esprit jungien, hein, du chemin vers soi, de la connaissance de soi, c'est de pouvoir intégrer son ombre, Mm. c'est-à-dire de pouvoir arriver à un moment donné à faire face à ces continents, j'ai envie de dire, en nous, de douleurs, de souffrances, de choses que nous avons mis bien, tu vois, sous le couvercle. Mm. Et donc, on voit que les synchronicités ont une fonction, et c'est très étonnant,
dans ces moments de transformation, hein, de vulnérabilité, un peu comme tu dis, Oui, c'est d'instabilité, ça. Je cherchais le de terme, c'est venir ça. voilà, faire émerger à un certain moment des patterns. Mmh. Qui vont montrer, en fait, projeter. C'est comme si dans le monde extérieur étaient projetés des éléments que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes. Donc ça peut être aussi voilà, dans des rencontres, dans des coïncidences, dans des hasards, dans des événements qui nous arrivent, en fait, qui sont là. C'est une des fonctions de la synchronicité. Il y a d'autres fonctions de la synchronicité, mais une des fonctions peut être effectivement de faire émerger à la lumière avec voilà, des hasards, des éléments que nous, que nous ne pouvons pas, auxquels nous ne pouvons pas accéder. Et la Mmh. synchronicité va être une sorte d'accélérateur, de mise en lumière, d'accélérateur de conscience. Ah, c'est génial. Ouais. Et justement, tu en as un petit peu parlé en début d'interview. Les synchronicités ont-elles une signification universelle ou sont-elles plus personnelles? Alors, une synchronicité, c'est toujours personnel. Mmh. C'est de la haute couture personnelle. C'est un vêtement qui est vraiment fait pour toi. L'univers, on ne sait pas trop comment, qui, quoi, ou le soi avec un S majuscule, ou la conscience cosmique, comme disait Jung, te fabrique un petit vêtement, mais qui va exactement, mais il est fait, et il y a que toi qui peut comprendre le sens et qui peut, au-delà de comprendre, parce que c'est même au-delà de la compréhension, qui peut ressentir le sens, hein, puisque, je le rappelle, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais c'est un élément fondamental de la synchronicité, c'est son impact émotionnel. Et Mmh. l'impact émotionnel de la synchronicité, on l'appelle la numinosité. Donc, numinosité, c'est proche de luminosité, mais il y a un N au début. C'est un terme que Jung a emprunté à un théologien et qui désigne cette charge émotionnelle très particulière que l'on vit quand on expérimente, on devient une sorte d'expérienceur d'une synchronicité. Donc, on est sidéré, retourné, le temps s'arrête, on comprend rien. Et en même temps, on peut aussi être fasciné, on peut être horrifié parfois, ça dépend, hein. Enfin, il y a vraiment une charge émotionnelle, une charge émotionnelle très importante dans les synchronicités. Donc, cette charge émotionnelle, il n'y a que moi qui la ressens. Mmh. Personne d'autre ne la ressent. C'est ce qui fait que c'est très difficile de partager des synchronicités Mmh. et qu'il vaut mieux bien réfléchir quand on les partage, soit Mmh qu'on est mh. sûr de soi, qu'on a confiance, on choisit les gens à qui on partage parce que on prend le risque, justement parce que c'est tellement personnel et c'est du coup humain, que la personne en face, elle nous dise: «Oh ouais, bon, on va lui raconter notre synchronicité». Nous, on est retournés comme une crêpe, hein, Bien sûr. et la personne, elle dit: Ouais, bah, je vois pas en fait, genre tu te fais des films». Bon, Mmh. voilà. Alors, j'entends aussi donc ça, c'est la première chose, c'est très importante. C'est du coup humain, c'est totalement personnel. Mais j'entends dans ta question qu'il y a une dimension universelle. Alors, qu'est-ce qui est universel dans les synchronicités? Parce que oui, c'est un phénomène universel dans le sens où, tout le monde peut vivre des synchronicités, même et surtout, j'ai envie de dire, les gens les plus rationnels, qui souvent sont Mmh. retournés aussi par des synchronicités et qui les mettent dans une forme d'ouverture forcée à moi, j'appelle ça le pied de biche de l'univers, tu sais, les les synchronicités. C'est comme, on va ouvrir la personne parce que quand tu es très rationnel et que tu vis une synchronicité comme cette patiente, hein, de Jung qui était très rationnelle et ben, elle a été ouverte. Il y a comme une infraction, tu vois, qui se produit de lumière, de quelque chose qui arrive, et qui génère du sens. Donc oui, il y a quelque chose évidemment d'universel, l'expérience de la synchronicité universelle. Nous, on en fait tout un «plat» entre guillemets. Moi, j'en ai écrit des livres. Jung a théorisé ça, il en a beaucoup parlé. Des psychanalystes écrivent sur ça et parlent de ça. Donc je dis: «Nous, on en fait tout un plat», mais pour les peuples premiers, c'est juste normal, en fait. Ils en font pas tout un plat, hein. Pour eux, la synchronicité n'est ni plus ni moins que, la réalité du monde dans lequel nous vivons, où, intérieur et extérieur communiquent, où matière et esprit communiquent et où, tout est relié à tout, hein, tout est relié à tout. Tous les êtres humains sont reliés entre eux, le vivant est relié, les animaux, les plantes et même la matière inerte. Tout réagit, tout est relié à tout. Donc
euh, c'est universel dans le sens où c'est un phénomène frontière qui est à la frontière de notre espace psychique euh, personnel et de l'inconscient collectif, Mhm. voire du grand inconscient cosmique, Mhm. comme Jung l'appelait. Et là où c'est universel aussi, pour terminer sur ta question, c'est passionnant, ce personnel universel, Ah, c'est là où clairement. c'est passionnant, parce que c'est vraiment là qu'est le sujet de la synchronicité. C'est à la fois très personnel et c'est à la fois universel, et c'est pour ça que ça nous bouleverse et que c'est une voie de transformation personnelle aussi. Donc, c'est universel aussi parce que les synchronicités sont liées aux archétypes. Ça, c'est Jung aussi qui l'a montré. Les archétypes, ce sont ces super symboles, ces très grands symboles, euh, donc ils sont liés notamment aux mythes, aux grandes légendes, aux mythes. Tu vois, le mythe de la sorcière, le Mhm. mythe du sage, l'archétype. Voilà, tous les grands symboles en fait qui sont comme des archétypes. Et Jung, il disait que les grandes, entre guillemets, synchronicités, c'est-à-dire celles qui vont nous transformer, elles ont un attracteur archétypal à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un symbole, un ou des symboles, qui va venir se glisser dans la synchronicité et qui va être intéressant d'observer. C'est-à-dire que dans toute synchronicité que tu vas vivre, a priori, je dis bien a priori, euh, il va falloir chercher justement le dénominateur commun universel, ce dont tu parles. Et quel est le dénominateur commun? Quels sont le ou les symboles qui sont présents dans la synchronicité? Et ça va aider peut-être à comprendre le sens de pourquoi ça m'arrive et pourquoi je vis ça. Euh, voilà. Alors ça, ce sont les synchronicités, on va dire, qui sont comme des actes symboliques qui nous aident à cheminer vers nous. Mais je dois aussi préciser, et bon, c'est ce qui fait que ce sujet est un petit peu complexe, que certaines synchronicités n'ont pas besoin d'être interprétées. Mhm. Certaines synchronicités, c'est juste un cadeau. Exemple vrai, il y a très longtemps, quand j'étais étudiante, une collègue étudiante me racontait elle s'était mariée. Au bout d'un an de mariage, elle se rend compte que c'est une erreur magistrale. Et elle veut divorcer, seulement elle est jeune, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas les moyens de divorcer. Et un jour, elle se balade dans la rue, histoire vraie, hein, et elle trouve dans un caniveau une bague avec un diamant, un solitaire. Elle l'amène à Drou, et à l'époque, on lui dit, donc c'est une bague qui vaut très cher, on lui dit ça vaut 50 000 francs, on lui donne 50 000 francs, c'est exactement ce que lui a coûté son divorce. Donc elle a pu divorcer grâce à ça. Ouais. Donc là, tu vois, il n'y a pas grand-chose Ouais. il n'y a pas à se triturer le cerveau, tu vois. Non, Je veux non. dire, c'est un cadeau de l'univers. Donc il y a aussi ces synchronicités-là. Mhm. Donc en gros, il y a voilà, pour faire des catégories de ce que j'ai compris Mhm. de ce phénomène, il y a trois grandes catégories. Les synchronicités cadeaux, comme celle que je viens de raconter, tu n'as Mhm. pas besoin Mhm. d'interpréter. Tu prends le cadeau. D'où ça vient, comment ça marche, on ne sait pas, mais le cadeau est là, t'en profites et tu dis merci. Deuxième catégorie, les synchronicités, pas de chance. Donc là, c'est l'inverse. C'est quand tu as plein voilà, de petits ou gros événements, accidents, contrariétés ou des choses qui s'accumulent. Et toi, tu vois, tu sens qu'il se passe quelque chose, quoi. Tu Mhm. sens que c'est comme si on t'envoyait un ou des messages. Mhm. Euh, donc voilà, ça, c'est ce qu'on va appeler, entre guillemets, les synchronicités malheureuses. Ou alors, voilà, quand il t'arrive de manière répétitive des mêmes schémas, donc d'agression, de, tu vois, tu perds ton emploi, tu es licencié, à chaque fois par hasard, tu changes d'entreprise, à chaque fois tu es licencié, ou à chaque fois tu rencontres quelqu'un, puis à chaque fois ça se termine de la même manière, la personne te trompe, tu vois, etc., etc. Mhm. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Donc très intéressant, hein, pour travailler sur soi. C'est peut-être la catégorie la plus Mhm. intéressante, la plus ennuyeuse, mais la plus intéressante. C'est clair. Et enfin, la plus intéressante. Mhm. Elle est intéressante. Mhm. Et la troisième, c'est les synchronicités énigmatiques. Mhm. C'est-à-dire ça que tu ne vois pas, en fait. Tu vois rien, en fait. Tu comprends pas. Et parfois, il faut le dire, il y a des synchronicités que moi j'appelle le panache de l'univers. Tu sais, c'est le panache. Ouais. Enfin, c'est une synchronicité pour le panache, quoi, pour la beauté. On va dire la beauté de la synchronicité. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de sens. Et là, on disait, le sens existe, le non-sens existe. Donc, il faut aussi accepter que certaines Mhm. synchronicités n'ont pas,
d'explication. Elles n'ont pas peut-être de sens personnel, mais qu'elles seraient la manifestation d'une intelligence supérieure, cosmique, comme disait Jung, et de quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand que nous. Je donne un exemple pour ce dernier type de synchronicité énigmatique. Là aussi, une histoire vraie, évidemment, aussi de l'époque où j'étais étudiante, mais d'une autre époque. Et c'était des gens de ma promotion de l'école de journalisme quand j'étais journaliste. Et donc deux filles qui décident, deux collègues à moi, qui décident d'aller partir en l'été en excursion dans un pays, je crois que c'était le Laos, hein, en tout cas dans un pays assez reculé de l'Asie, pas très fréquenté. Et elles décident d'aller faire une excursion dans une montagne où franchement il y a quasiment zéro touriste, quoi. Et c'est désert, c'est très peu connu. Et donc elles y vont un matin toutes les deux. Et elles commencent à escalader cette montagne. Il y a de la brume et tout ça. Et là, au milieu de la brume, elles croisent deux hommes qui descendent. Ils se croisent. Elle monte et eux, ils descendent. Et en fait, dans une espèce de semi-état, comment dire, de sidération, elles reconnaissent deux collègues de promotion, notre promo d'école de journalisme, hommes, deux copains en fait. Ils sont tellement sidérés, les deux couples qui se croisent, qu'ils ne disent même pas un mot en fait. Ils se croisent, elle continue de monter et eux, ils continuent de descendre. Et à la rentrée, j'étais là, j'étais témoin, donc je peux le dire. On s'est retrouvés, donc c'était le jour de la rentrée de la promo d'école de journalisme. Et là, ils se parlent, et j'étais là, et ils disent, mais est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que c'est bien vous qu'on a vu tel mois de juillet, perdu dans Mmh. la montagne déserte du Laos? Et là, ils ont les yeux, ah oui, mais oui, c'était nous. Bah oui. Et nous aussi, on avait oublié parce qu'on a cru qu'on avait rêvé. Mmh. Voilà. Et là, dans cette histoire, il n'y a rien à chercher parce Mmh. qu'ils ils étaient pas en couple, il n'y avait pas d'histoire d'amour cachée, il y avait rien. Mmh. Il n'y avait rien, honnêtement, que un événement tout à fait hautement improbable, donc ce qui caractérise la synchronicité, et qui les a effractés, c'est-à-dire qui les a ouverts à quelque chose d'incompréhensible. Et justement, nos croyances peuvent-elles influencer notre manière d'interpréter les signes et synchronicités? Oui, oui, complètement. Là, c'est un sujet important, ce que tu soulèves là par ta question, Sophie, parce que il y a, il y a vraiment deux approches dans la synchronicité. Il y a une approche qui est de dire, en fait, ce hasard, cette coïncidence qui fait sens pour moi, eh bien, c'est une projection de mon inconscient. C'est-à-dire que je vais projeter dans l'environnement extérieur une problématique, une part d'ombre, quelque chose que je ne vois pas en moi, et je vais le projeter en fait sur des situations extérieures qui parlent en fait de moi. Moi, exactement comme quand on va projeter sur quelqu'un, par exemple, une colère que l'on ne veut pas ressentir, hein, on va la projeter sur quelqu'un en se disant il ou elle est en colère, alors qu'en fait, c'est une projection de notre propre colère à nous. Euh, il faut savoir que si Jung a théorisé la synchronicité, Freud a aussi travaillé sur la question du hasard. C'est beaucoup moins connu. Et lui, il appelait ça la présence du hasard. Et donc, dans la vision freudienne, c'est une vision uniquement focalisée sur le fait que dans la complaisance du hasard, ben, je suis en complaisance avec le hasard, c'est-à-dire que je projette dans ce hasard, cette coïncidence, quelque chose qui m'appartient. Cette approche-là, Jung ne la dénie pas du tout. Il faut savoir qu'elle fait sens. C'est là où c'est complexe, c'est que Jung, il est à la frontière entre les deux. Il est à la fois de dire oui, la synchronicité peut être une projection d'éléments inconscients en moi que je vais voir manifester à l'extérieur. Donc ça, c'est ce que Jung dit, et c'est très intéressant d'aller travailler ça, c'est très important. Mais il dit aussi qu'à certains moments, le phénomène de la synchronicité nous dépasse. C'est-à-dire qu'il y aurait, que les surréalistes appellent, le, le hasard objectif. C'est-à-dire il y aurait vraiment une manifestation de hasard qui est
indépendante de ma volonté consciente ou indépendante du phénomène de projection, qui fait que vraiment, là, à l'extérieur, quelque chose se manifeste et n'est pas lié à mes croyances, entre guillemets, n'est pas lié à mes projections. Alors et c'est assez complexe à comprendre, mais ces 2 approches, à mon sens, sont tout à fait nécessaires parce que parfois, il n'est pas possible ou même souhaitable peut-être, de devoir trancher entre les 2. C'est ça. Ouais, c'est quelque chose qui est très riche, en fait. Le phénomène de la synchronicité, nous amène vraiment à la fois à explorer, à nous explorer, sur le chemin vers nous-mêmes, et donc aussi à voir que ce qui nous entoure, tu vois, à l'extérieur, c'est comme un magnifique, terrain de jeu. Mmh. Qu'on va aussi pourquoi je vais être touchée à un moment donné par telle, coïncidence? Pourquoi à un moment donné, le fait, de tomber sur ce livre, déjà je vais m'y arrêter, alors que quelqu'un d'autre serait passé, il aurait même pas regardé le livre, tu vois? Pourquoi ce titre m'interpelle? Bah oui, c'est moi qui choisis de m'arrêter, c'est moi qui choisis de regarder ce livre. Donc on peut aussi le voir comme ça et ça résonne en moi parce que oui, c'est une projection, que j'ai quelque chose à comprendre. Mmh. Et l'autre manière serait de dire: «Bah, oui, mais en fait, vraiment le hasard, il est venu à moi, on me l'a donné, on l'a mis dans ma boîte aux lettres, j'ai rien demandé». Et donc il y a aussi, une intervention extérieure, on ne sait pas, quelque chose de plus grand que moi qui fait que, le même message m'est délivré, mais que ça n'est pas une croyance. Et ce qui est important de dire aussi là quand même, il faut vraiment le dire, c'est que, mmh, il y a un risque avec la synchronicité, de tomber dans le fait de mettre du sens et de voir du sens partout. C'est ça. Et mettre du sens, ouais, et voir du sens partout, ça porte un nom. Ça s'appelle apophénie, en un seul mot, apophénie. Et c'est un trouble psychiatrique. Alors ça, c'est peu répandu, mais ça existe. On le voit aussi, dans la paranoïa. Donc, il faut savoir que certaines personnes qui ont des troubles psychiatriques voient des synchronicités partout. Ils voient des coïncidences partout, mais elles en vivent aussi. Mmh. Donc voilà, c'est complexe, mais il est vraiment important de le dire, parce qu'on peut un peu devenir fou à certains moments. Et il est vrai que la synchronicité nous fait basculer dans ce que Jung, il appelait le unus mundus, qui est ce monde, le monde des alchimistes, ce monde un des alchimistes où matière et esprit sont indifférenciés. Et en fait, c'est le d'après Jung, et lui-même il tire ça des anciens alchimistes. On est dans un monde, enfin le monde dans lequel nous vivons, heu, beaucoup plus complexe que ce que nous croyons ou que nos yeux ou nos sens nous montrent, en fait. Et donc ce monde-là, il est très étrange. Il Mmh. est un monde où matière et esprit sont indifférenciés. Donc c'est vrai que ça peut rendre un peu fou. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que moi je rappelle toujours que oui, c'est bien de regarder les synchronicités. Oui, c'est bien de ne pas les nier, hein, parce que notre esprit rationnel va vouloir les nier. Mais il est important aussi de ne pas tomber dans la superstition Mmh. ou voilà, de tous les jours, de voir, que tout fait sens. Là, c'est trop, donc il faut aussi user de son discernement. C'est très important d'user de son discernement. Ouais, c'est important effectivement de le rappeler. Et en quoi les signes et synchronicités peuvent-elles influencer le cours de notre vie? Alors, on en a un petit peu parlé Mmh. déjà, mais certaines synchronicités, oui, vont influer sur le cours de notre vie. Dans l'exemple que je lui donnais avec la bague et le diamant, Mmh. et l'argent qui lui a été amené de manière providentielle, elle a pu divorcer. Imagine si elle avait pas trouvé ça, si elle avait pas eu cette somme d'argent, on ne Mmh. sait pas ce qui se serait passé. Elle aurait peut-être été obligée de rester en couple avec un homme, dans une relation, difficile ou conflictuelle. Et ça aurait eu des conséquences sur toute sa vie. Donc oui, bien sûr que certaines synchronicités vont de ce type-là, des synchronicités cadeaux vont vraiment, comment dire? Provoquer un tournant clair dans notre existence. Mais certaines synchronicités avancent beaucoup plus masquées. Donc notamment, des synchronicités archétypiques, c'est-à-dire qui mettent en jeu des symboles très puissants. Ça va pas transformer notre vie du jour au lendemain. Mais il y a une transformation, tu vois, qui est en profondeur là.
j'ai l'image d'un marteau-piqueur, tu vois. C'est-à-dire que ça va taper fort, parce que c'est le sens qui tape fort, hein. On est vraiment très impacté, mais en même temps, c'est quelque chose qui agit en profondeur. Donc, il y a des grandes synchronicités de vie dont on se souvient pour toujours, en fait, parce qu'elles ont une charge émotionnelle, une charge symbolique très forte, mais pour autant, elles ne vont pas impacter en apparence, tu vois, sur mon chemin de vie de manière claire. Mais leur impact est presque énergétique, tu vois. Hmm. Il y a quelque chose de. C'est Jung qui est le premier, hein, à parler d'énergie psychique, d'énergétique psychique. Hmm. Donc, une synchronicité archétypale très importante qui vraiment me bouleverse va impacter une sorte de résonance en moi, dans une partie profonde, et ça va faire changer en quelque sorte euh, ma vibration, tu vois, une vibration évidemment inconsciente. Donc oui, ça va transformer, mais de manière beaucoup plus profonde, et je ne vais pas l'identifier clairement, mais oui, ça peut transformer. Et ce qui est important là, dans ce type de synchronicité, c'est de mettre de la conscience, d'accueillir déjà la synchronicité qui nous bouleverse, symbolique ou archétypique, tu vois, vraiment d'accueillir les émotions, d'accueillir ce que ça me fait, d'accueillir d'être sidéré, et même pourquoi pas d'accueillir que je ne comprends pas, mais ce que je vis a un impact profond sur moi. Et rien que ça, il y a quelque chose qui se passe en fait en sous-marin et qui va transformer, qui va impacter le chemin de la personne. Et on ne sait pas trop finalement euh, comment dire, qu'est-ce que ça va donner de manière concrète, mais ce qu'on sait, c'est que oui, un impact est là et ça résonne et ça fait sens, quoi. Et comment peut-on développer et cultiver notre sensibilité aux signes et aux synchronicités? Euh, la première chose, c'est d'être curieux et ouvert, tout en restant ancré. Ce n'est pas forcément facile, hein, mais ancré dans la terre, symboliquement, je veux dire ancré dans le quotidien, ancré dans ma vie, ancré dans les situations concrètes de vie. Euh, Donc, tout en gardant cet ancrage, d'avoir une curiosité d'esprit, une ouverture d'esprit, d'entendre différemment, d'ouvrir ses oreilles quand je vais me balader dans la rue, d'ouvrir ses yeux, d'être curieux, de regarder par terre, de regarder autour, d'avoir un regard plus ouvert. Euh, un autre moyen pour cultiver sa sensibilité synchronistique, c'est de se permettre de vivre des expériences de voyage, par exemple, où on ne prévoit pas, où on va aller quelque part et on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Mais allez, hop, on prend sa voiture et on roule au hasard, ou on décide un jour d'aller dans une ville, dans un pays, pourquoi pas, et de ne pas prévoir, de prévoir le minimum, évidemment. Voilà, s'il y a besoin de dormir, voilà, de prévoir où on va dormir le premier soir, mais ensuite on laisse faire. Donc il y a des pays qui sont particulièrement synchronistiques, comme l'Inde, qui est un pays, un haut lieu de manifestations synchronistiques, pour peu que l'on lâche prise. Donc voilà, on peut cultiver sa sensibilité synchronistique en multipliant aussi des situations dans lesquelles on lâche prise. C'est-à-dire on ne sait pas où on va. On a un cadre minimum, par exemple, d'aller dans un endroit où je connais personne, dans une soirée, une fête ou un événement. Je vais seule et je me mets en situation de faire des rencontres. Je me mets en situation, voilà, de vivre quelque chose que je ne maîtrise pas, et ça nous rend plus, tu vois, plus ouverts, plus poreux. Hein, quand on est en voyage, et qu'on n'a pas prévu, ou quand on va dans des endroits où on connaît personne, on a une espèce de porosité et on voit que le hasard se manifeste. Et très souvent, il y a des synchronicités incroyables qui arrivent dès lors on accepte de lâcher prise. Donc ça, c'est vraiment un élément important dans la synchronicité. Puis il y a une autre chose aussi qu'on peut faire, mais là aussi en étant, comment dire, en gardant son discernement et sa mesure et son sens de la mesure, c'est
de convoquer consciemment le hasard, enfin volontairement le hasard plutôt, et notamment à travers les oracles. Tu sais, la pratique des oracles, c'est une pratique synchronistique. D'ailleurs, je reviens encore à Jung, mais Jung lui-même, qui a traduit, qui s'intéressait beaucoup au Yiking, en fait, qui est un grand oracle millénaire chinois, concentré de sagesse chinoise, de Confucius, de Lao Tse, pardon. Et Jung lui-même utilisait l'oracle du Yiking, quand même dans ses consultations. Pourquoi? Parce que le principe est synchronistique. On considère que dans un oracle, quand tu vas tirer une carte, tu vas poser une question, tu vas te connecter à un sujet et tu vas tirer une carte, eh bien, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que la carte ou les cartes qui vont sortir font sens. Ils sont là et elles vont résonner avec ton sujet, ta question, ta problématique. Donc, c'est une pratique synchronistique qui peut être intéressante pour permettre aussi d'affiner son intuition et pourquoi pas d'être guidé dans certaines situations. Mais attention, là aussi, parce qu'il y a beaucoup d'excès. Les oracles sont très, très à la mode, voilà, depuis plusieurs années maintenant. On en voit énormément de toutes sortes. Voilà, je pense qu'il y a des très bonnes choses et il y a des choses un peu moins heureuses. Voilà, donc trouver son bon support et surtout ne pas tomber dans la folie, mais qui nous guette tous, hein, de tout le temps tirer des cartes d'oracle tous les jours à chaque fois qu'on a un problème, parce que ça peut devenir comme une béquille en fait. Et là, Complètement. c'est pas le but en fait, parce que le but du travail avec les oracles, là aussi il y en a un, c'est de c'est d'affiner notre intuition, ça peut être une aide à la décision, mais en aucun cas on ne doit devenir dépendant. Parce que le but, c'est d'être autonome en fait. Exactement comme de nos parents, on doit être autonome dans la vie. Donc si la synchronicité serait un grand-parent, une conscience cosmique, elle aurait aussi pour but que nous soyons autonomes. Donc que nous n'ayons pas besoin sans arrêt, tous les jours, de tirer une carte, quelle est l'humeur du jour, quelle est ceci, quelle est cela. Parce que là, on se coupe de notre intuition, on se coupe de quelque chose de réceptif, de beaucoup plus grand, en fait. Puis notre spontanéité aussi, finalement, de ce qui est. Ouais. Et puis, ça me donne l'occasion de dire que il y a des gens parfois, qui me disent: «Oui, Isabelle, moi, je vis pas de synchronicité, ça m'énerve, j'aimerais tellement en vivre», et cetera, et cetera. «Je me sens perdue, qu'est-ce que je peux faire pour?» Bon. Donc moi, je dis toujours: «Attention, attention, c'est pas obligé de vivre des synchronicités». D'ailleurs, il y a des périodes de vie où on en vit et des périodes de vie où on n'en vit pas. Et c'est bien aussi de lâcher la bride, quoi. Hein, parce que quand on va vivre beaucoup de synchronicité, moi j'appelle ça des vortex à synchronicité, on peut être épuisé parce que réellement, ça nous sollicite beaucoup. Donc c'est bien aussi qu'il y ait des périodes sans. Ça veut pas dire qu'il se passe rien. Au contraire, peut-être qu'il se passe des choses très, très profondes. Et puis, il n'y a pas besoin de vivre beaucoup de synchronicité. Parfois, il suffit de une synchronicité. Elle peut être étalée sur des mois ou des années, une seule, mais qui va avoir un impact, comme on disait tout à l'heure, sur nous. Donc, il y a une attitude juste à trouver, et ça, c'est individuel, c'est chacun qui sent son endroit, entre oui, oui, je suis ouvert à ce phénomène, oui, je sais il y a quelque chose qui m'attire ou qui peut faire sens sur mon chemin. Donc, je vais par mon désir aussi provoquer des synchronicités, en tout cas plus les voir, mais aussi un détachement de ne pas rester accroché à ce phénomène. Si je suis trop accrochée, ben, il va y avoir comme un effet contraire, tu sais, de répulsion en fait. Et donc, tu pourrais très bien ne pas en vivre du tout parce que justement, tu es trop accroché. Ouais, exactement. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Moi, j'ai vraiment envie de dire qu'à travers tu vois, la synchronicité, c'est vraiment un sujet qui est frontière entre la psychologie et la spiritualité. Et que moi, je vois trop souvent que le mot psychologie est un gros mot pour les gens qui sont dans la spiritualité et que le mot spiritualité est un gros mot pour les gens qui sont dans la psychologie. Et j'ai envie de dire stop, ça suffit. That's enough. Ouvrons-nous au fait que nous sommes des êtres, comme disait le philosophe Teilhard de Chardin, nous sommes des êtres
de matière. Non, nous sommes des êtres spirituels, pardon. Nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience dans la matière. Nous avons, humains, une double nature. Nous sommes à la fois faits de poussière d'étoiles cosmiques. Nous sommes traversés par la question du sens, de la vie, de la mort. Pourquoi je suis là? Nous sommes traversés par des expériences extraordinaires que soit nous vivons, soit nos proches vivent. Et il y en a un paquet. Et ça ne fait pas de moi un être anormal ou un être étrange. Il est vraiment important d'accueillir aussi que nous sommes des êtres de psychologie, de matière, de neurochimie. Et qu'en fonction de notre histoire de vie, nous avons des traumas, nous avons des difficultés. Et qu'il est important aussi de les voir. Parce que je vois que du côté de la spiritualité, il y a une sorte de, voilà, de négation de la psychologie ou de ces questions-là. Et c'est pas bon. Et je dirais que les deux excès sont pas bons. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est accueillons notre double nature spirituelle et psychologique et trouvons à travers ça la voie vers qui nous sommes en fait. Et la synchronicité, et le phénomène des synchronicités à mon sens, nous invite profondément à ça. Profondément. Un grand merci Isabelle, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et c'était passionnant comme à chaque fois. Donc vraiment un très très grand merci. Merci à toi Sophie. Et j'invite les auditeurs, s'ils veulent creuser le sujet, à découvrir ou redécouvrir ton ouvrage Transformer votre vie avec les synchronicités, qui vient de paraître aux éditions Erol Poche. Donc voilà, que j'avais trouvé effectivement passionnant à l'époque quand je l'ai lu. Et c'est vrai que le fait qu'il soit réédité, bah, c'est l'occasion de le relire. Donc c'est chouette. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!